J'étais devant ce guichet d'enregistrement, le cœur battant à tout rompre sous mon smoking velours. Ce soir-là, au Ritz, tout allait basculer. Mais je ne le savais pas encore, bien sûr. Non, c'était le sommet, le point culminant de ma carrière. Enfin, c'est ce que je croyais. J'avais l'impression que chaque nerf de mon corps vibrait d'une excitation malsaine. Une sorte de pressentiment que quelque chose d'énorme était sur le point de se produire. Le luxe criait à chaque coin de ce hall somptueux. Les murs tapissés de soie fine, les lustres en cristal projetant des éclats de lumière partout, des effluves de parfums coûteux et de champagne emplissant l'air. Les chuchotements des gens autour de moi, les rires feutrés, tout ça, c'était mon monde. Du moins, c'est ce que j'avais désespérément voulu croire. Dubois, Pierre Dubois, avais-je claironné, essayant d'ajouter une touche d'autorité à ma voix. La dame aux lunettes, derrière son pupitre, avait levé les yeux vers moi, puis vers Sophie, dont la robe pailletée argentée, trop voyante, déversait déjà une pluie de micro-paillettes sur le marbre immaculé. Ses yeux avaient traîné sur la robe un éclair de désapprobation si subtil que la plupart des gens l'auraient manqué. Moi, non. Mon ventre s'était noué. Un mauvais pressentiment cette fois, mais je l'avais balayé. Sûrement une erreur. Comment j'en étais arrivé là, au fond? Ce carton d'invitation, il y a quelques semaines, il pesait lourd dans mes mains, ce papier épais couleur crème avec les armoiries dorées de la Fondation des Deux Rives. Le gala annuel, le gratin de Paris. Les vrais, ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui possèdent des fortunes tellement colossales qu'elles ne font pas de bruit, juste des murmures. J'avais halluciné. Moi, Pierre Dubois, directeur des acquisitions chez Dumas & Fils, une boîte de conseil en investissement, pas trop mal, mais pas non plus la crème de la crème. Mon ego avait explosé. C'était clair. Mon dernier coup sur le groupe Montaigne avait tapé dans l'œil de quelqu'un. Une grosse pointure. Mon heure était venue. Le Graal. Si j'accrochais un client à ce gala, le partenariat était dans la poche. La fortune. La vie rêvée. J'avais le sourire du prédateur qui flaire le sang. La vie rêvée, justement. Parce que la réalité, c'était que je roulais en Audi A7 de leasing, que mon abonnement à un club privé me coûtait un bras, que les dîners dans des restaurants étoilés pour faire semblant d'être quelqu'un bouffaient tout mon salaire. J'étais fauché, en fait. Mais personne ne devait le savoir. Pas de quoi paniquer. Ce gala allait tout changer. Mon premier réflexe, ça n'avait pas été d'appeler Marie. Évidemment que non. Marie, elle était là, à la maison, dans notre appartement de banlieue parisienne, à Courbevoie. Le seul truc que j'avais vraiment acheté et que je détestais pour le temps de trajet que ça impliquait. Marie, c'était le beige incarné. Bibliothécaire, pullover en laine, elle sentait la vanille et les vieux livres. Sûre, fiable, mais incroyablement ennuyeuse. Non, la première personne que j'avais appelée, c'était Sophie. Bébé, avais-je murmuré, la voix pleine de promesses, annule ton service. On va dévaliser le printemps. Ce soir, tu m'accompagnes sur le tapis rouge. Sophie, elle, c'était le contraire de Marie. 23 ans, bruyante, un compte Instagram blindé de followers. Elle réclamait l'attention comme le feu réclame de l'oxygène. Elle était jeune, sexy, une bombe. Tout ce que Marie n'était plus, à mes yeux. Et puis, ça me mettait en valeur, non? Avoir un tel trophée à mon bras. Quand j'étais rentré ce soir-là, Marie était à la cuisinière, remuant un risotto. « Tu es en retard », avait-elle dit doucement, sans même lever les yeux. Pas de colère, juste de la fatigue, le genre de lassitude que j'associais à son être tout entier. Le boulot de Marie, tu sais ce que c'est, la fusion. Le mensonge était sorti sans effort. Je l'avais regardé, un mélange de pitié et d'agacement. Son survêtement informe, ses cheveux attachés en un chignon lâche. Elle avait 30 ans, mais en paraissait 10 de plus. Elle avait lâché prise, c'était évident. « Il faut que je travaille ce samedi. »
lui avais-je annoncé, attrapant une bouteille d'eau pétillante. Dîner client, tard. Ne m'attends pas. Le risotto avait cessé de bouger. La cuillère avait fait une pause. Samedi. Sa voix était un chuchotement à peine audible. Mais c'est notre anniversaire, Pierre. 5 ans. J'avais gelé, merde. Complètement oublié. Je m'étais retourné, forçant un sourire douloureux. Je sais, chérie, je sais. Ça me tue. Mais c'est le gros coup, là. Si je le décroche, on déménagera enfin à Paris. On pourra t'acheter cette nouvelle bibliothèque dont tu rêves. Elle s'était tournée vers moi enfin. Ses yeux. Ses yeux. Un violet bleu étrange, c'était la seule chose frappante chez elle. La seule. L'espace d'une seconde, j'avais cru y voir un éclair d'amusement ou de froideur. Puis, elle avait cligné des yeux et c'était parti, remplacé par cette résignation docile à laquelle j'étais habitué. « D'accord, Pierre, » avait-elle dit doucement. « Si c'est pour notre avenir, alors vas-y. »« T'es la meilleure, » avais-je lâché, lui déposant un baiser rapide sur le front. J'étais déjà en train de calculer mentalement combien une table au gala pourrait valoir si je réussissais à me glisser dans un fonds spéculatif. Je n'avais pas remarqué qu'elle ne m'avait pas embrassé en retour, et je n'avais pas vu non plus que, dès que la porte de l'appartement s'était refermée derrière moi, elle avait sorti une lourde enveloppe crème aux armoiries dorées de sa poche de tablier. Elle l'avait fixée un instant, puis l'avait jetée à la poubelle. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment l'aurais-je su? Je ne sais pas. On ne peut pas tout voir si. Les 3 jours suivants avaient été un tourbillon de mensonges. J'avais dû liquider une petite épargne retraite pour financer la soirée. Ce sera ma soirée, mais je m'étais dit que c'était un investissement. Un costume de Tom Ford, une veste en velours à revers satin, pour 4 000 € de location. Il fallait que j'aie l'air à ma place. Puis il y avait Sophie. « Pierre, regarde !» s'était-elle exclamée, tourbillonnant hors de la cabine d'essayage du printemps. Une robe à sequins argentés, ultra transparente, ne laissant pas grand-chose à l'imagination. Flashy, sexy, totalement inappropriée pour un gala de vieille noblesse. Mais je ne le savais pas. Pour moi, riche, ça voulait dire ostentatoire. « Tu as l'air de valoir des millions », avais-je dit, tenant ma carte de crédit. Le petit grincement quand le paiement de 6 500 € était passé, je l'avais ignoré. « Ça ne fait rien », m'étais-je répété. Une seule affaire ce samedi et tout ça est couvert. Pendant que je brûlais ma limite de crédit, Marie était à la maison. L'appartement était silencieux. Elle avait ouvert son placard. Derrière des rangées de manteaux en laine et de vestes en jean se trouvait une housse à vêtements estampillée d'un lion tenant un diamant. Elle l'avait ouverte lentement. À l'intérieur, pas une simple robe, mais une pièce d'histoire architecturale. Une robe de haute couture vintage Christian Dior des années 50. Une soie bleue nuit, comme de l'encre liquide. Elle avait appartenu à sa grand-mère. Marie avait touché le tissu. Elle n'était plus Marie Dubois, la bibliothécaire, à cet instant. Son téléphone avait vibré. Un message d'un contact enregistré sous le simple nom de Arthur Family Office. « Arthur, tout est prêt pour samedi, madame. L'équipe de sécurité a été briefée. Le nom de M. Dubois est sur la liste des invités comme vous l'avez demandé. Êtes-vous certaine de vouloir maintenir le plan de table? » Marie avait tapé une réponse sans hésiter. « Oui, mettez-le à la table 14, près des portes de la cuisine, mais assurez-vous qu'il ait une vue dégagée sur la scène. Arthur, procédez comme prévu. C'est l'heure. » Elle avait posé son téléphone et regardé la photo de leur mariage. Même là, je m'y trouvais suffisant, ma main posée de façon possessive sur son épaule. Je l'avais épousée parce que je la croyais malléable, une coquille vide que je pourrais façonner à ma guise. Je ne lui avais jamais demandé où étaient ses parents, ni pourquoi elle ne voulait jamais retourner dans sa ville natale en Bretagne. J'étais trop obsédé par ma propre ascension. Je ne lui avais jamais demandé d'où elle venait. Je l'avais aimée. Une fois. Vraiment. Je pensais que son ambition était de la détermination,
Pas de la cupidité. Je pensais que son arrogance était de la confiance. Mais en 5 ans, je l'avais vu me tromper, mentir, me rabaisser. Je l'avais vu dépenser nos économies pour des apparences, tout en lui refusant des choses simples. Elle n'était plus triste, elle s'ennuyait. Et Marie des deux rives ne tolérait pas l'ennui. Le samedi était arrivé avec une pluie torrentielle, typique d'un octobre parisien. J'avais dit à Marie que je partais vers 16 heures. Grosse réunion de préparation avant le dîner, avais-je prétendu. Amuse-toi bien, avait-elle répondu, assise sur le canapé, plongée dans un livre. Elle ne s'était pas levée. Bon anniversaire, Marie. On fêtera ça la semaine prochaine, je te le promets. Au revoir, Pierre. Dès que la porte avait claqué, Marie s'était levée. Sa nonchalance avait disparu. Sa posture s'était redressée, son menton relevé. Elle s'était dirigée vers la salle de bain et avait sorti une trousse de maquillage cachée sous l'évier. Des marques comme la mère, Chanel, des marques dont je n'avais même pas idée qu'elles existaient. Elle avait composé un numéro. Amener la voiture, pas la Mercedes, la Rolls, les Phantom. Je me souviens de l'odeur de Sophie dans le Uber Black, un mélange de parfums synthétiques lourds et d'excitation. « Bébé, on va voir des célébrités ?» m'avait-elle demandé, réappliquant son gloss. « Mieux que des célébrités, Sophie. On va voir les gens qui possèdent des célébrités. » J'avais fanfaronné. « Souviens-toi juste, suis mon exemple. Ne parle que si on t'adresse la parole et ris à mes blagues. »« Je sais, je suis ton trophée, » avait-elle gloussé. L'entrée du Ritz était une forteresse de parapluies noirs et de flashs. Les paparazzi hurlaient des noms que je reconnaissais dans les échos. Il y avait Bernard Arnault, le PDG d'une grande banque, un prince monégasque en personne. J'avais senti une montée d'adrénaline. J'avais gonflé la poitrine, attrapé la main de Sophie et avancé sur le tapis rouge. J'attendais les flashs. Ils n'étaient pas venus. Les photographes avaient baissé leurs appareils. L'un avait crié « Dégagez le passage ! Laissez la place aux vrais invités !» Mon visage avait viré au cramoisi. J'avais tiré Sophie à l'intérieur, marmonnant. « Pff, ils ne connaîtraient pas la classe même si ça leur sautait au visage. » Nous avions atteint le comptoir. La femme sévère aux lunettes avait scruté sa liste. « Ah oui, monsieur Dubois, vous êtes attendu. »« Excellent, » avais-je répondu, tentant de retrouver ma contenance. Cependant, avait-elle ajouté, sa voix d'une froideur clinique, il y a eu un léger ajustement. Vous n'êtes pas dans la salle de bal principale. Mon estomac s'était serré. Pardon? Vous êtes à la table 14, dans la section annexe, près de l'entrée de service. Veuillez emprunter le couloir latéral. Annexe, je savais qui j'étais. J'avais reçu une invitation personnelle. J'en suis consciente, avait dit la femme, détournant son attention vers l'invité suivant. Suivant, j'étais furieux. J'avais attrapé le bras de Sophie. Une erreur. C'est une erreur administrative. On réglera ça à l'intérieur. Une fois que j'aurai trouvé l'hôte, je ferai virer quelqu'un pour ça. Nous avions marché dans ce couloir latéral, loin des lustres et de l'orchestre. L'air devenait plus chaud, une odeur de steak et de liquide vaisselle. Nous étions entrés dans la salle de bal par l'arrière, juste à côté des portes de la cuisine, où les serveurs entraient et sortaient en trombe avec des plateaux de caviar. Notre table était petite, bancale, et placée directement derrière un gros pilier. « Pierre, je ne vois rien. » C'était plein de Sophie. « Et ça sent les oignons. »« Tais-toi, avais-je sifflé, balayant la pièce du regard. La salle de bal était une mer de diamants et de smoking. Les tables centrales étaient surélevées, et tout devant se trouvait la table d'honneur. Elle était vide, réservée aux membres du conseil d'administration de la Fondation. « Il faut juste socialiser, » avais-je dit, me levant. « Viens, allons au bar. » Je m'étais frayé un chemin, essayant de croiser le regard de quiconque d'important. J'avais repéré M. Leblanc, un associé gérant d'un cabinet que j'essayais d'approcher depuis des mois. « Monsieur Leblanc. » J'avais souri, tendant la main. « Pierre Dubois, Dumas & Fils, nous nous sommes envoyés des mails la semaine dernière. »
Leblanc avait regardé ma main, puis la robe de Sophie, puis mon visage. Il n'avait pas serré ma main. Dubois, non? Leblanc avait ricané sombrement, jetant un coup d'œil à un collègue. C'est vous, hein? Ah, peu importe. Culotté de votre part d'être ici ce soir, Dubois. Très culotté. Pardonnez-moi. Profitez du spectacle, mon cher, avait dit Leblanc, me tournant le dos. J'avais senti une sueur froide perler dans mon cou. Culotté, qu'est-ce que ça voulait dire? Soudain, les lumières s'étaient tamisées. Un silence était tombé sur la pièce. Un projecteur avait frappé la scène. Un homme en smoking s'était avancé vers le microphone. Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue au 75e gala annuel des Diamants de la Fondation des Deux Rives. Ce soir est une soirée spéciale. Ce soir, nous ne faisons pas seulement une levée de fonds pour les arts. Ce soir, la famille a une annonce historique concernant l'avenir de l'Empire des Deux Rives. J'avais chuchoté à Sophie. Regarde ça, c'est là que se trouve l'argent. L'annonceur, avait continué le maître de cérémonie, au cours des 5 dernières années, l'héritière du domaine a vécu dans l'anonymat, observant le monde pour mieux comprendre les besoins de l'homme ordinaire. Elle a vécu parmi nous, travaillé parmi nous et s'est mariée parmi nous. Une onde de chuchotement avait traversé la foule. Ce soir, elle reprend sa place de présidente du conseil d'administration. Veuillez accueillir la grande duchesse de la soirée, Mademoiselle Marie des Deux Rives. Les lourds rideaux de velours à l'arrière de la scène s'étaient écartés. Mon verre de champagne m'avait glissé des doigts. Il s'était brisé sur le sol, mais je ne l'avais pas entendu. S'avançant sur la scène se trouvait une femme. Mais ce n'était pas la femme en survêtement que j'avais laissée 3 heures plus tôt. Elle portait la robe Dior bleu nuit. Autour de son cou reposait le collier Aurore, une cascade de saphirs et de diamants que j'avais vu dans les magazines, dont la valeur était estimée à 50 millions d'euros. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, révélant la mâchoire aristocratique et affirmée que je n'avais jamais remarqué sous sa silhouette habituelle, un peu voûtée. Elle marchait avec la grâce d'une reine. Elle avait l'air puissante, terrifiante et mémorante. Elle a regardé droit vers la table 14. Et puis elle a souri. Le silence qui avait suivi l'entrée de Marie était déchiré par le son du verre brisé. Un serveur, l'air irrité, s'était rué avec une pelle et une balayette, marmonnant des choses sur les invités de la section annexe qui font des bêtises. Je n'avais pas bougé. Je n'y arrivais pas. Mon cerveau défaillait, essayant de réconcilier 2 images impossibles. La femme qui coupait des coupons de réduction pour des yaourts grecs le dimanche matin, et cette souveraine parée de saphir qui captivait l'attention de la salle la plus riche de Paris. « Pierre, qu'est-ce qui se passe? » Sophie avait tiré ma manche, agacée par la boisson renversée sur ses talons. « Qui est-ce que tu fais? Pourquoi la regardes-tu comme si tu avais vu un fantôme? Elle est un peu vieille, non? »« Tais-toi » avais-je chuchoté durement, les yeux fixés sur la scène. « C'est ma femme. » Sophie avait éclaté d'un rire strident, presque aboyant. « Ta femme, la bibliothécaire? »« Pierre, chéri, tu as trop bu. Cette femme porte un collier qui vaut plus que toute ta vie. C'est elle, c'est Marie. » Ma voix tremblait. Le déni était fort, mais l'évidence plus forte encore. Ces yeux violet-bleu frappants que j'avais ignorés pendant des années, étaient maintenant agrandis sur les écrans géants qui flanquaient la scène. Ils balayaient la pièce avec une intelligence et une froideur que je n'avais jamais vues diriger vers moi. Soudain, tout s'était emboîté. Les conversations chuchotées à mon arrivée, l'attribution de la table près de la cuisine, le commentaire énigmatique de M. Leblanc, « Culotté de votre part d'être ici ce soir, Dubois. » Il savait. Tout le monde dans cette pièce savait. Je n'étais pas la star montante qui forçait les portes de l'élite. J'étais le bouffon du roi, invité uniquement pour l'amusement de la reine. Une sueur avait éclaté sur mon front, faisant couler mon couteux bronzant. J'avais la nausée. L'odeur d'échappement de la cuisine derrière moi, de graisse frite et de désinfectant, devenait insupportable.
Sur scène, Marie avait pris le microphone. Sa voix, habituellement douce et hésitante à la maison, était résonnante, remplissant la salle de bal caverneuse avec une aisance maîtrisée. Merci à tous d'être venus, avait-elle commencé. Pendant 5 ans, je me suis éloigné de la Fondation. J'avais besoin de voir le monde non pas depuis un piédestal, mais depuis le rez-de-chaussée. Je voulais comprendre ce que cela signifiait de lutter, d'espérer, et oui, de faire confiance. Ses yeux s'étaient de nouveau posés brièvement sur la table 14. C'était subtil, mais pour moi, c'était comme un viseur laser. J'ai beaucoup appris sur la confiance pendant ces 5 années, avait-elle poursuivi, un sourire sec effleurant ses lèvres. Surtout sur sa volatilité. L'héritage des deux rives a toujours consisté à distinguer la vraie valeur des imitations bon marché, que ce soit en diamant ou en personne. La foule avait poliment ricané. J'avais l'impression d'étouffer. « Pierre, je n'aime pas ça », avait gémi Sophie, sentant le changement d'atmosphère. Les gens aux tables voisines se retournaient, me regardaient, puis chuchotaient derrière leurs mains. Ils ne m'admiraient pas. Ils me disséquaient. Tout le monde nous regarde, et pas d'une bonne manière. Partons d'ici. On ne peut pas partir, avais-je sifflé, agrippant de la table bancale. Mes jointures étaient blanches. Pourquoi pas? Parce que, avais-je dit, regardant ma femme tenir la pièce dans la paume de sa main. Si je sors par ces portes maintenant, je repars sans rien. Si je reste, peut-être que je peux arranger ça. C'est ma femme, elle m'aime. Ce n'est qu'une mise en scène. Je me mentais à moi-même et je le savais. Mais l'alternative, accepter que j'avais été complètement et totalement manipulé par la femme que j'avais jugée beige, était trop dévastatrice pour être traitée. Pause. Attendez, là je dois faire une petite digression. Ce que je viens de raconter, toute cette scène au gala, c'était d'une absurdité totale, non? J'y pense encore aujourd'hui. Comment une situation pareille a pu prendre de telles proportions? Je veux dire, on parle d'une femme que je pensais connaître, que je côtoyais tous les jours. Et tout d'un coup, elle se transforme en reine sous les yeux de tout le monde. Et moi, je suis le parfait idiot. Dans un autre contexte, n'importe qui aurait dit « C'est un sketch, ce truc ». C'était tellement gros que ça en devenait surréaliste. Mais le pire, c'est que c'était réel. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit jamais venir, parce qu'on est trop aveuglé par soi-même, parce qu'on croit savoir. C'est ça qui est dingue, comment j'ai pu me tromper à ce point. Franchement, ça me dépasse encore. Parfois, la nuit, quand le sommeil me fuyait, je pensais à mon père. Il avait cette phrase fétiche. « Fais gaffe au miroir, mon garçon. Il te montre toujours ce que tu veux voir, pas ce qui est. » Il parlait des belles vitrines de boutiques que nous ne pouvions pas nous permettre à l'époque, des rêves brillants mais inaccessibles. Maintenant, dans l'obscurité de ma solitude, cette phrase résonnait différemment. Le luxe, le pouvoir, la célébrité, j'avais tout regardé à travers un miroir déformant, ma propre ambition se reflétant et cachant la réalité. Marie, avec sa simplicité feinte, n'était-elle pas, au fond, le reflet le plus pur de la richesse, sans le vernis? Mais j'avais choisi le vernis. J'avais choisi le spectacle. Mon père aurait secoué la tête, j'en suis certain. Les discours s'étaient conclus et l'orchestre avait entamé une valse. Le centre de la pièce s'était dégagé pour la danse. Marie était descendue de la scène, immédiatement entourée d'une phalange de sécurité et de courtisans. Le maire de Paris lui serrait la main. Le PDG d'un grand conglomérat technologique s'inclinait légèrement. Je m'étais levé. « Où vas-tu » m'avait demandé Sophie, agrippant sa pochette. Dire bonjour à ma femme, reste ici, ne bouge pas, ne parle à personne. J'avais ajusté ma veste en velours, pris une profonde inspiration et entamé la plus longue marche de ma vie, des portes de la cuisine jusqu'au cercle VIP. Traverser la salle de bal me semblait franchir un champ de mine. Plus j'avançais vers le centre, plus l'air changeait, il devenait plus frais, embaumait des floraisons coûteuses plutôt que la graisse de cuisine.
J'avais été intercepté 2 fois par des hommes corpulents avec des oreillettes avant même d'approcher. Non, avait grogné le chef de la sécurité, me barrant le chemin comme un mur de granit. Pierre Dubois, je suis son mari, avais-je dit, essayant d'injecter de l'autorité dans ma voix. Mais elle était sortie étranglée. Le garde avait parlé dans son micro au poignet. Cible s'approche du périmètre, ID confirmé. Il avait marqué une pause, écoutant son oreillette, puis s'était écarté avec un sourire moqueur. Elle vous attend, monsieur de Dubois. Procédez. Cible. Ce mot m'avait envoyé un frisson dans le dos. J'avais traversé le cercle intérieur. Marie tenait la cour, tenant une flûte d'eau pétillante, l'air serein. Elle m'avait vu approcher. Elle n'avait pas souri. Elle n'avait pas froncé les sourcils. Elle avait juste attendu. Le groupe autour d'elle, des titans de l'industrie, des mondaines dont les noms étaient gravés sur les ailes d'hôpitaux, s'étaient séparés comme la mer Rouge. Ils savaient que le drame était sur le point d'atteindre son paroxysme et qu'il voulait être aux premières loges. Marie, avais-je dit, m'arrêtant à 1 mètre d'elle. Ma voix était sèche. Pierre. Son ton était parfaitement neutre. C'était la voix qu'elle utilisait pour commander un café, pas celle d'une femme confrontant un mari infidèle le jour de leur anniversaire. Tu es incroyable, avais-je balbutié, mes yeux rivés sur le collier de saphir. La taille des gemmes était stupéfiante. Merci, il est resté trop longtemps dans le coffre. Certaines choses ont juste besoin de la bonne occasion pour être mises en lumière. Ne crois-tu pas, Pierre? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais essayé de baisser la voix pour en faire une querelle conjugale intime, mais le silence autour d'eux était absolu. Tout le monde écoutait. Te dire quoi, chérie? Que ma famille a fondé cette ville, que je possède l'immeuble où ton bureau est actuellement loué, ou que je sais que tu as pris un 2e prêt hypothécaire sur notre appartement à Courbevoie il y a 3 jours, sans ma signature, pour payer ce smoking et la robe à strass que porte ton escorte près de la cuisine. Un soupir collectif avait parcouru le cercle. J'avais senti le sang se retirer de mon visage. J'étais exposé. Complètement. Marie, s'il te plaît, pas ici. Allons quelque part en privé. J'avais tendu la main vers son bras. Elle n'avait pas scellé, mais le chef de la sécurité avait fait un pas en avant. J'avais immédiatement reculé. Nous sommes en privé, Pierre, avait dit Marie calmement, désignant la foule de milliardaires. Ce sont mes pères, ma communauté. Je n'ai aucun secret pour eux. Contrairement à toi, je ne vis pas 2 vies. Elle avait pris une langue gorgée de son eau, le laissant mariner dans l'humiliation. Au fait, avait-elle ajouté, sa voix baissant d'un ton, devenant juste un peu plus froide. Joyeux anniversaire, 5 ans, ça a vraiment été une leçon. Marie, je t'aime. On peut t'en parler. Quoi que tu penses savoir. Oh, arrête. Elle m'avait coupé net, l'ennui sointant de son ton. Tu te rends ridicule et tu m'ennuies, ce qui expire. Elle avait plongé la main dans la petite bourse en soie accrochée à son poignet et en avait sorti une simple enveloppe commerciale blanche. Pas crème avec des dorures, un blanc corporatif et froid. Elle me l'avait tendu entre 2 doigts manucurés. Je t'ai fait un cadeau, avait-elle dit. Considère ça comme une faveur d'adieu. Je fixais l'enveloppe, mes mains tremblaient si fort que j'avais failli la laisser tomber en la prenant. Qu'est-ce que c'est? La vérité, avait dit Marie. Elle s'était détournée de moi, me congédiant aussi facilement qu'on renvoie un serveur avec la mauvaise commande. Arthur, veuillez raccompagner M. Dubois. Il encombre la section VIP et assurez-vous que son invité le suive. Ces sequins sont un risque d'incendie. Avant que je ne puisse protester, 2 grandes mains s'étaient posées sur mes épaules. Je n'avais pas été guidé, j'avais été escorté. Au fur et à mesure que je me dirigeais vers la sortie, un pilier miroir m'avait renvoyé mon reflet. Ma cravate en velours était de travers.
Mon visage était pâle et en sueur, et le regard dans mes yeux était une terreur pure. Sophie avait une perspective particulière de ce moment. Plus tard, alors qu'on essayait de comprendre ce qui venait de se passer, elle m'avait raconté comment elle l'avait vécu. Pour elle, la sécurité qui nous avait expulsés n'était pas un signe d'humiliation, mais plutôt une preuve de leur manque de classe. Elle avait dit, « Ils nous ont poussés comme des malpropres, ces gorilles. » Non, mais qui sont-ils pour traiter des gens comme ça? Ta femme est cinglée, Pierre. Elle a honte de toi, alors elle te jette comme un sac. C'est bon pour les réseaux sociaux, ça? Pour Sophie, tout était une affaire d'image, de notoriété, même la débâcle la plus humiliante. Ce qu'elle voyait n'était pas mon monde qui s'écroulait, mais une opportunité pour elle de se plaindre d'une injustice et de gagner des likes. Ce n'était pas du tout mon ressenti. Je sentais la terre se dérober sous mes pieds, et elle pensait à sa carrière d'influenceuse. C'était... Ah, c'était tout, Sophie, ça. L'humiliation n'avait pas pris fin dans la salle de bal. J'avais été conduit à travers le hall du Ritz devant les paparazzi, qui étaient maintenant très intéressés de savoir pourquoi l'homme qui était entré en se pavanant était en train de se faire jeter. Des flashs m'avaient aveuglé. Ils avaient trouvé Sophie près du vestiaire, essayant de voler un vase central. Les agents de sécurité l'avaient saisie par le bras. « Hé, faites attention à la marchandise !» avait-elle hurlé. « Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vexé la vieille dame? » Nous avions été poussés par une porte latérale dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il pleuvait encore à verse. Je n'avais pas de parapluie. « Mon manteau !» avait crié Sophie à la porte qui se refermait. « Mon foulard Louis Vuitton est là-dedans. »« Oublie ce foutu foulard, Sophie !» avais-je claqué, essuyant la pluie de mes yeux. Je me tenais dans une flaque, ruinant mes chaussures en cuir verni loué. Je serrais l'enveloppe blanche que Marie m'avait donnée contre ma poitrine pour la garder au sec. Je devais savoir ce qu'elle contenait. Nous avions hélé un taxi. À l'intérieur, mouillé et misérable, la dynamique avait basculé instantanément. Sophie m'avait regardé, son mascara coulant sur ses joues entraînées noires. « Alors, avait-elle dit, sa voix dure, c'est elle qui a l'argent, pas toi. C'est compliqué, Sophie. Non, ça ne l'est pas. Tu es fauché. Tu as loué la voiture. Tu as loué le smoking. Et tu m'as emmené à ces fêtes comme une idiote. » Elle avait sorti son téléphone. « Uber pour chez moi. Dépose-le d'abord, » avait-elle dit au chauffeur. « Sophie, bébé, ne sois pas comme ça. On avait un plan. » J'avais un plan, sortir avec un riche. Tu es juste un type avec une femme riche qui te déteste. J'arrête. Perds mon numéro. Le taxi m'avait déposé à un coin de rue de Courbevoie, à 10 pâtés de maison de mon appartement, parce que je ne pouvais pas payer la totalité de la course avec la carte que j'avais sur moi. J'avais marché le reste du chemin sous le déluge. Quand j'étais enfin arrivé devant la porte de mon appartement, trempé et transi de froid, ma clé n'avait pas tourné dans la serrure. J'avais essayé de la bouger. Rien. J'avais frappé à la porte. Un morceau de papier était scotché au chambranle de la porte, à hauteur des yeux. C'était une note du concierge de l'immeuble. Serrure changée à la demande du propriétaire. Contactez la direction. Le propriétaire, Marie. Elle ne m'avait pas seulement mise à la porte du gala. Elle m'avait expulsé de ma propre vie. Je m'étais effondré contre la porte, assis sur le sol sale du couloir dans mon smoking Tom Ford ruiné. Je me suis souvenu de l'enveloppe blanche dans ma poche. Avec des doigts tremblants et engourdis, je l'ai déchiré. Ce n'était pas des papiers de divorce. C'était bien, bien pire. C'était un simple document à en-tête de Dumas & Fils, mon employeur. Il s'intitulait « Avis de cessation immédiate pour faute grave et violation des politiques éthiques de l'entreprise ». Agrafé derrière, un deuxième document, un audit comptable et médico-légal de mes notes de frais des 3 dernières années. Chaque dîner client gonflé, chaque voyage d'affaires qui était en fait une escapade d'un week-end avec Sophie, chaque reçu falsifié,
Tout était là, surligné en jaune. Le montant total de la fraude s'élevait à plus de 85 000 euros. Sous le total se trouvait une note écrite d'une écriture cursive élégante. Mon équipe a trouvé ces documents en effectuant une diligence raisonnable sur Dumas & Fils. Nous avons acheté votre entreprise cet après-midi. Pierre, vous êtes viré et mes avocats vous contacteront concernant le remboursement. Marie, j'ai fixé le papier jusqu'à ce que les mots se brouillent. J'avais perdu ma femme, j'avais perdu ma maison, j'avais perdu mon emploi, et maintenant, j'étais confronté à des accusations de fraude criminelle. Tout cela orchestré par la femme que je croyais trop stupide pour remarquer que j'avais une liaison. Pierre Dubois, l'homme qui pensait tenir un ticket de loto gagnant, avait réalisé qu'il tenait en fait un bâton de dynamite et Marie venait d'allumer la mèche. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai commencé à rire. Un son rauque et hystérique qui a résonné dans le couloir vide. J'avais voulu vivre comme les riches. Maintenant, j'étais sur le point de découvrir exactement ce qu'il en coûtait de les croiser. Le matin après le gala n'avait pas seulement pointé, il avait éclaté en 1000 morceaux. Je m'étais réveillé à l'odeur de litière pour chat et d'eau de bong éventée. J'étais allongé sur un canapé affaissé jaune moutarde dans un appartement en sous-sol à Gennevilliers. C'était le domaine de Gabi, un pote de fac avec qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans parce que Gabi était, selon mes propres mots, un risque pour mon image de marque. Gabi avait 34 ans, travaillait dans un magasin de cigarettes électroniques et son idée de la décoration intérieure était une pyramide de canettes de boissons énergisantes vides sur le rebord de la fenêtre. J'avais essayé de m'asseoir, mais un marteau-piqueur opérait derrière mes yeux. Mon smoking, le chef-d'œuvre de velours Tom Ford qui m'avait coûté un 2e prêt hypothécaire, était en boule dans un coin, taché de boue et d'eau de rue. Il ressemblait à un animal mort. « Tu es réveillé », avait dit Gabi, traînant des pieds depuis la cuisine, ne portant qu'un caleçon et mangeant un Pop-Tart. « Mon vieux, tu fais le buzz. » Mais alors le buzz? J'avais gémi et attrapé mon téléphone. L'écran était fissuré depuis que je l'avais fait tomber dans le taxi, mais je pouvais encore voir les notifications. Il y en avait des centaines, non, des milliers. J'avais ouvert Twitter. Le premier hashtag était #GalaCrasher. Le second était Pierre Dubois ceste fini. J'avais cliqué sur un lien de Paris Match. Le titre hurlait « Trempé et largué ». Le financier qui a tenté d'arnaquer l'héritière des deux rives. Il y avait des photos. Oh mon Dieu, les photos. L'une me montrait en train d'être conduit manu militari hors du Ritz par la sécurité, mon visage tordu par la terreur. Une autre me montrait sous la pluie, criant après le chauffeur de taxi, ressemblant à un rat noyé dans un manteau de velours mouillé. Mais la pire était une comparaison côte à côte. Marie, l'air royal et intouchable dans ses diamants sur scène. À côté, moi l'air en sueur et désespéré près des postes de la cuisine. La légende disait « Quand vous commandez un milliardaire sur Wish versus ce qui arrive. » Je vais les poursuivre, avais-je râlé, ma voix une enrouée sèche. Je vais tous les poursuivre. Diffamation. Est-ce de la diffamation si c'est vrai? Avait demandé Gabi, projetant des miettes. Je veux dire, l'article dit que tu la trompais avec une mannequin Instagram nommée Sophie qui vend du thé détox. C'est vrai? Je lui avais lancé un oreiller. C'est compliqué, Gabi. Tu ne comprendrais pas la haute finance ou les pressions de mon monde, n'est-ce pas? Haute finance, Gabi avait ricané. Eh bien, ton monde est actuellement en train de te rôtir sur TikTok. Regarde ce remix de toi en train de te faire virer sur de la musique de clown. Ça a 2 millions de vues. Je l'avais ignoré. J'avais besoin d'un plan. Je devais passer à l'offensive. Marie m'avait humilié, m'avait enfermé hors de chez moi et m'avait embarrassé mondialement. Mais elle avait fait une erreur tactique. Elle était riche, incroyablement riche, et à Paris, le mariage est un contrat. Elle m'a manipulé, avais-je marmonné, faisant les 100 pas dans la petite pièce avec un survêtement emprunté qui était trop court pour mes jambes. Elle a caché ses biens. C'est une fraude. Je suis son mari.
J'ai droit au style de vie qu'elle pouvait réellement se permettre, pas à celui qu'elle prétendait avoir. Je vais prendre la moitié. Je vais prendre la moitié de tout. J'avais passé les 4 heures suivantes à appeler. J'avais commencé par le haut. J'avais appelé des cabinets renommés, les plus chers, ceux qui défendaient les célébrités. Les conversations avaient toutes été identiques. Dubois, laissez-moi vérifier notre base de données de conflit. Ah oui, je crains que nous ne puissions pas vous représenter, Monsieur Dubois. Pourquoi pas? Nous représentons le trust de la famille des deux rives. Et votre associé? Tout le cabinet est engagé. Elle n'avait pas seulement engagé un avocat, elle avait construit un pare-feu autour de Paris. Chaque requin dans le bassin était déjà sur sa liste de paie. À 14 heures, désespéré et dopé à l'adrénaline, je m'étais retrouvé dans une zone commerciale à Villetaneuse, entre un pressing et un magasin d'alcool discount. L'enseigne sur la porte vitrée disait « Maître Bernard Dupont, un associé, blessure corporelle, divorce, conduite en état d'ivresse. » Bernard Dupont ressemblait exactement à l'odeur de son bureau, eau de Cologne bon marché et désespoir. C'était un petit homme en soie avec une mèche plaquée qui défiait la physique et un costume en polyester qui avait connu de meilleures décennies. « Alors, si je comprends bien, » avait dit Bernard, s'inclinant dans une chaise qui gémissait sous son poids, « votre femme est Marie des deux rives. » Là des deux rives. Et vous ne le saviez pas? Elle m'a menti, Bernard, pendant 5 ans. J'avais claqué ma main sur le bureau en formica. Elle a fait semblant d'être bibliothécaire. Elle m'a fait tout payer. Nous avons vécu dans un trou à rats à Courbevoie pendant qu'elle était assise sur des milliards. C'est de la cruauté émotionnelle. C'est un piège financier. Les yeux de Bernard s'étaient illuminés. Il avait vu des billets de banque. Pas des millions, peut-être, mais assez pour payer ses dettes de jeu. C'est une affaire, avait déclaré Bernard, pointant un doigt en forme de saucisse vers moi. C'est une excellente affaire. Nous contre-attaquons. Nous affirmons que vous avez été victime d'une incitation frauduleuse au mariage. Nous exigeons une pension alimentaire, 10, peut-être 15 000 € par mois pour maintenir le style de vie que vous auriez dû avoir. On attaque à la gorge. Exactement, avais-je dit, sentant une bouffée de mon ancienne arrogance revenir. Elle pense pouvoir se débarrasser de moi. Je suis Pierre Dubois, je clôt les affaires, rédigeons les papiers. Ils avaient passé l'après-midi à rédiger une plainte juridique ridicule et grandiloquente. Ils exigeaient 50 millions d'euros de dommages et d'intérêts. Ils exigeaient le penthouse. Ils exigeaient des excuses publiques. C'était une lettre de suicide écrite en jargon juridique. Mais j'étais trop délirant pour le voir. 2 jours plus tard, la réponse était arrivée. Ce n'était pas une lettre. C'était une livraison par coursier d'une lourde boîte. À l'intérieur se trouvait une convocation à une déposition au cabinet d'avocats, Leroy, Dubois et des deux rives. « Tu vois, avais-je fanfaronné à Gaby, ils ont peur, ils veulent régler l'affaire, ils saignent que je les ai acculés. » J'avais enfilé mon seul costume restant, un bleu marine que j'avais laissé au pressing des semaines plus tôt et récupéré miraculeusement, et je m'étais dirigé vers la ville. Je marchais le menton haut. J'allais sortir de cette réunion en homme riche. Les bureaux de Leroy, Dubois et des deux rives occupaient les 10 derniers étages d'un gratte-ciel en verre dans le quartier de la Défense. Le hall avait une cascade. Des réceptionnistes ressemblaient à des mannequins. J'avais été conduit dans une salle de conférence plus grande que tout l'immeuble de Gaby. La table était une dalle d'acajou qui semblait s'étirer sur des kilomètres. La vue sur la scène était à couper le souffle. Marie n'était pas là. Assise à la tête de la table se trouvait une femme qui semblait sculptée dans le granit. Elle avait des cheveux gris acier coupés en un clarinette, des lunettes sans monture et un tailleur qui coûtait plus que mon salaire annuel. C'était Éléonore Leroy, la dame de fer du droit matrimonial. Elle ne perdait jamais. Elle anéantissait. À côté d'elle étaient assis 3 jeunes collaborateurs, tous tapant frénétiquement sur leurs ordinateurs portables. Bernard Dupont, assis à côté de moi,
semblait soudain très petit et très bon marché. Il transpirait abondamment. « Monsieur Dubois, » avait dit Éléonore. Elle ne s'était pas levée. Elle n'avait pas offert sa main. Sa voix était comme de la glace sèche. « J'ai lu votre document coloré. C'est une œuvre de fiction fascinante. »« C'est la vérité, » avais-je clamé, essayant de projeter de la confiance. « Ma femme m'a trompé. J'ai droit à une répartition équitable des biens matrimoniaux. » « Bien. » Éléonore avait levé un sourcil parfaitement sculpté. « Parlons des biens, voulez-vous? » Elle avait fait signe à l'une des associées qui avait fait glisser un épais classeur noir sur la table. Il avait atterri avec un lourd bruit sourd devant moi. « Ouvrez à l'onglet A, s'il vous plaît. » J'avais ouvert le classeur. C'était un relevé bancaire. Mon relevé bancaire. « Ceci est un relevé du compte joint que vous partagiez avec Marie, » avait narré Éléonore. Comme vous pouvez le voir, au cours des 3 dernières années, Marie a déposé exactement 60% de son salaire de bibliothécaire sur ce compte. Vous, cependant, n'avez rien déposé. J'investissais, avais-je menti, dans ma carrière. Onglet B, avait poursuivi Éléonore, m'ignorant. J'avais tourné la page. Des photos, des dizaines. Des photos de surveillance haute résolution. Pierre et Sophie au dîner. Pierre et Sophie entrant dans un hôtel à Cannes. Pierre achetant à Sophie un bracelet Cartier. Le reçu était agrafé à côté de la photo. Vous avez dépensé 42 000 € de fonds matrimoniaux pour mademoiselle Sophie Miller au cours des 18 derniers mois, avait dit Éléonore. Sa voix n'avait pas fluctué. Pendant que votre femme coupait des coupons pour l'épicerie, vous achetiez des bracelets à breloques pour une serveuse de cocktail. J'avais senti le sang se retirer de mon visage. Nous étions séparés dans l'esprit. Le mariage était mort. Onglet C, avait dit Éléonore, sa voix baissant d'une octave. Et c'est là que ça devient intéressant. J'avais tourné la page. J'avais cessé de respirer. C'était un document à en-tête de Dumas & Fils, mon employeur. Il était intitulé « Audit interne, enquête pour fraude ». Chaque note de frais que j'avais falsifiée était là. Chaque dîner client qui était en fait un rendez-vous avec Sophie. Chaque surclassement de vol que j'avais facturé à l'entreprise. Le total était encerclé à l'encre rouge. 87 450 €. Ma cliente a acquis Dumas & Fils il y a 3 jours, avait dit Éléonore, se penchant en avant. Un sourire de prédatrice effleurait ses lèvres. Saviez-vous que Marie n'a pas seulement acheté une robe pour le gala, Monsieur Dubois? Elle a acheté votre patron. Elle possède l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ce qui signifie qu'elle possède cet audit. J'avais regardé Bernard. Bernard fixait le plafond, faisant semblant d'être invisible. « Nous avons ici de quoi vous inculper pour crime, » avait dit Éléonore avec désinvolture. « Grand larcin, fraude télégraphique, détournement de fonds. Dans l'État de New York, compte tenu du montant, vous risquez un minimum de 3 à 7 ans de prison d'État. » La pièce était devenue silencieuse. Le seul son était le bourdonnement de la climatisation et les battements de mon cœur. La vue sur la rivière ressemblait soudain à des barreaux de prison. « Cependant, » avait dit Éléonore, ouvrant son propre dossier, « Marie se montre miséricordieuse. Peut-être est-ce que la nostalgie. » Elle avait glissé une seule feuille de papier sur l'acajou. « Ceci est un décret de divorce non contesté. Il stipule que vous renoncez à tous les droits à une pension alimentaire. Vous renoncez à toutes les revendications sur le patrimoine des 2 rives. Vous acceptez que le mariage soit dissous en raison de votre adultère et vous signez un accord de non-divulgation vous empêchant de jamais parler de la famille, du gala ou de Marie à nouveau. » Je fixai le papier. « Et si je signe? »« Si vous signez, » avait dit Éléonore, « Marie refusera de porter plainte concernant le détournement de fonds chez Dumas & Fils. Vous serez licencié pour faute grave avec effet immédiat. Mais vous n'irez pas en prison. L'audit sera enterré. Et si vous ne signez pas, alors j'appelle le procureur. Il est en raccourci. Il attend même mon appel à 15 heures. » Elle avait vérifié sa montre en platine. « Vous avez 4 minutes. » J'avais regardé Bernard. « Signe, »
avait chuchoté Bernard, sa voix tremblante. Signe tout de suite, espèce d'idiot. Je ne peux pas te sortir de prison pour ça. C'est en béton. J'avais regardé Éléonore. Me déteste-t-elle autant? Éléonore avait fermé son dossier. Elle m'avait regardé, non pas avec haine, mais avec une indifférence profonde et écrasante. Monsieur Dubois, elle ne pense pas à vous du tout. Vous étiez un mauvais investissement. Elle réduit simplement ses pertes. C'est ce que font les gens intelligents. J'avais pris le stylo. Ma main tremblait si fort que je pouvais à peine le tenir. J'avais l'impression de signer mon propre arrêt de mort. Mais ce n'était en réalité qu'une nécrologie pour l'homme que je pensais être. J'avais griffonné mon nom. Pierre Dubois. Sage décision, avait dit Éléonore, saisissant le papier avant que l'encre ne sèche. La sécurité vous raccompagnera. Oh, et Monsieur Dubois! Je m'étais arrêté devant les lourdes portes en verre. Un homme brisé. Essayez de rembourser les 87 000 € à un moment donné, avait dit Éléonore, se tournant vers son ordinateur portable. Le fisc peut être si désagréable à propos des revenus non déclarés. J'étais sorti du bureau et monté dans l'ascenseur. Tandis qu'il plongeait 40 étages, mes oreilles avaient bourdonné et la réalité s'était installée. J'étais entré en pensant être un loup venant manger les moutons. J'en ressortais en mouton tondu, écorché et laissé au loup. J'étais sorti dans la rue. Il pleuvait encore. Il semblait toujours pleuvoir maintenant. J'avais vérifié mon téléphone. Un SMS de Gabi. « Frérot, mauvaise nouvelle. Le proprio a vu les infos sur toi. Il dit que tu ne peux plus rester. Ne reviens pas. » Pierre Dubois se tenait au coin de la rue, regardant les limousines glisser sous la pluie, réalisant que pour la première fois de sa vie, il était vraiment, complètement libre. Et c'était le sentiment le plus terrifiant du monde. 6 mois, ce n'est pas une longue période dans le grand schéma de l'univers, mais dans la vie de Pierre Dubois, ce fut une époque. Ce fut la différence entre un bureau d'angle à la Défense et un poste de voiturier exposé au courant d'air sur le parking d'un restaurant de viande, le Grill Royal, une brasserie de périphérie à Clichy. L'hiver était arrivé avec vengeance. Le vent venant de la Seine était humide et mordant, me transperçant le gilet rouge en polyester bon marché que j'étais forcé de porter. Il était 2 tailles trop grand, flottant de manière humiliante autour de mon torse. Mais la direction facturait 50 € pour un remplacement. Et je n'avais pas 50 €. « Hé, le nouveau, arrête de regarder ton téléphone et surveille l'entrée. » La voix venait de Mark, le superviseur de 19 ans qui conduisait une Honda Civic avec un aileron et me traitait comme un serviteur attardé. « Je surveille Mark », avais-je marmonné, enfonçant mes mains dans mes poches pour éviter qu'elles ne s'engourdissent. Mon téléphone, un iPhone 8 fissuré avec une batterie mourante, était ma seule fenêtre sur le monde dont j'avais été exilé. Je savais que je ne devrais pas regarder. Je savais que c'était une automutilation émotionnelle, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais ouvert Instagram. Je n'avais pas eu à chercher longtemps. L'algorithme, cruel comme il l'était, m'avait servi exactement ce que je craignais le plus. Elle était là, Marie. Elle faisait la couverture de Vanity Fair ce mois-ci. Le titre était simple, élégant et dévastateur. La philanthrope discrète. Comment Marie des deux rives redéfinit le pouvoir? J'avais tapoté sur la photo, zoomant jusqu'à ce que les pixels deviennent flous. Elle était radieuse. Fini la posture voûtée que j'avais critiquée pendant des années. Fini les poules informes que j'avais qualifiées de ringardes. Elle portait un tailleur en soie couleur crème, debout au centre d'un chantier pour une nouvelle aile d'hôpital pour enfants, une aile qu'elle avait financée. Mais ce n'était pas le bâtiment qui me donnait la nausée. C'était l'homme debout à côté d'elle. Il était grand, avec des cheveux poivre et sel, et un visage bienveillant qui rayonnait d'une chaleur authentique. La légende l'identifiait comme Julien Mercier, un architecte britannique de renom connu pour son design durable. Sur la photo, Julien ne regardait pas l'appareil photo. Il regardait Marie, et il la regardait de la manière dont un homme regarde quelque chose de précieux,
avec respect, avec adoration et avec une concentration totale. Marie riait sur la photo. C'était un rire véritable, la tête renversée en arrière, les yeux plissés au coin. J'avais fixé ce sourire. En 5 ans de mariage, je ne l'avais jamais fait rire comme ça. Je l'avais seulement rendue silencieuse. J'avais passé une demi-décennie à essayer d'éteindre sa lumière pour que ma propre petite étincelle bon marché paraisse plus brillante, sans jamais réaliser que je me tenais à côté du soleil. « Hey, terre à l'idiot! » Un coup de klaxon strident brisa ma transe. Une élégante Bentley Continental GT noire obsidienne s'était arrêtée au bord du trottoir. Le moteur ronronnait d'un grondement bas et menaçant qui vibrait dans ma poitrine. C'était une machine magnifique, le genre de voiture que j'avais sur mon tableau de vision. Je me suis précipité côté conducteur, remettant mon masque professionnel. « Bienvenue au Grill Royal, monsieur. Je prends la voiture. » La vitre s'était abaissée. Un souffle d'air chaud, parfumé d'eau, de cologne coûteuse et de cuir, avait frappé mon visage gelé. J'avais figé. Assis sur la banquette arrière, tapotant sur une tablette, il y avait Gérald Leblanc. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Leblanc était l'associé gérant qui m'avait snobé au gala. L'homme qui avait dit « culotté de votre part d'être ici ». La panique s'était emparée de ma gorge. Si Leblanc me reconnaissait, s'il voyait l'ex-directeur financier déchu frissonnant dans un gilet de voiturier, je ne pensais pas pouvoir survivre à la honte. Je m'étais préparé au ricanement, à la moquerie, au rire cruel. Leblanc avait levé les yeux. Ses yeux, froids et tranchants comme le silex, m'avaient balayé. Il avait regardé le gilet rouge. Il avait regardé l'étiquette de nom qui disait simplement « Pierre ». Il avait regardé droit dans mes yeux, puis avait détourné le regard. « Laissez-la tourner, pas loin », avait dit Leblanc d'un ton désinvolte, tendant un billet de 20 € impeccable à travers la vitre sans établir de contact. « Et ne changez pas les réglages du siège. Je déteste quand vous les gens touchez au soutien lombaire. » Il ne m'avait pas reconnu. Pour un homme comme Gérald Leblanc, j'étais un rival déchu. Je n'étais pas une leçon de morale. J'étais juste une partie du décor. J'étais un meuble. J'étais un fantôme. « Oui, monsieur », avais-je chuchoté, ma voix tremblant non pas de froid, mais du poids écrasant de ma propre insignifiance. Leblanc était sorti, boutonnant son manteau de cachemire, et avait disparu dans la chaleur du restaurant sans un regard en arrière. J'étais monté sur le siège conducteur de la Bentley. J'avais fermé la porte, m'enfermant dans le cocon luxueux. Le silence avait été instantané. Le monde extérieur, le vent, Marc hurlant, la gadoue sur la route, avait disparu. J'avais serré le volant en cuir. Il était chaud. Le tableau de bord brillait d'une douce lumière ambiante. Ça sentait le succès. Ça sentait la vie que j'avais essayé de voler. J'avais mis la voiture en marche pour la déplacer vers le parking, mais je n'avais pas conduit. Je suis juste resté là. J'avais regardé mon reflet dans le rétroviseur. Mon visage était émacié. Il y avait des cernes sous mes yeux. Mes cheveux, autrefois parfaitement coiffés avec des produits à 40 €, étaient ébouriffés et clairsemés. J'avais pensé au ticket de l'auto gagnant que j'avais tenu pendant 5 ans. J'avais pensé aux nuits où j'avais laissé Marie seule pour courir après le statut avec Sophie. J'avais pensé à la façon dont j'avais appelé ma femme ennuyeuse, banale, beige. Elle ne se cachait pas, avais-je réalisé maintenant. Elle attendait que je sois un homme digne de la vérité. Elle n'avait pas besoin que je sois riche. Elle était assez riche pour nous deux. Elle n'avait pas besoin que je sois puissant. Elle commandait des armées d'avocats. Elle avait juste besoin que je sois réel. Et j'avais choisi les sequins. J'avais choisi le mensonge. Une seule larme avait coulé de mon œil, chaude et piquante contre ma joue froide. Puis une autre. J'avais posé mon front contre le volant de la voiture d'un autre homme dans un parking de banlieue parisienne, et j'avais finalement laissé échapper un sanglot rauque et brisé. J'étais entré dans ce gala de diamants en pensant être la chose la plus rare de la pièce. J'ai réalisé maintenant que j'étais juste l'emballage, bon marché, jeté et froissé dans le caniveau.
tandis que le vrai diamant brillait quelque part, très loin, complètement hors de ma portée. Pierre Dubois, l'homme qui a passé sa vie à courir après l'apparence de la richesse, n'a jamais réalisé que la richesse ultime, la loyauté, l'amour et une connexion authentique l'attendaient à la maison, en survêtement. Marie ne m'a pas détruit, non. Elle m'a juste laissé me détruire moi-même. Elle m'a donné la corde et ma propre cupidité a fait le nœud. C'est une leçon brutale, vous ne trouvez pas? On se dit qu'on est malin, qu'on tire les ficelles, et puis la vie vous remet à votre place. La question c'est, est-ce que qu'on apprend? Est-ce que tout ça en valait la peine? Pour être honnête, je ne sais toujours pas.